Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau rendez-vous de Santé Plus. Bonne année à tous nos internautes, bonne année à tous ceux qui nous suivent depuis un moment et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Pour ce premier numéro de l'an 2021, Santé Plus revient sur les infections respiratoires. Mais cette fois-ci, nous allons mettre plus d'attention sur les aspects concernant l'école, la garderie. Selon les spécialistes, si l'on ne peut éviter les maladies infectieuses, l'on peut les contrôler en éliminant ou au mieux en réduisant la source d'infection. Réduire la source de contamination signifie-t-elle ne pas envoyer l'enfant à l'école ou à la garderie, sinon comment limiter les risques de contamination en tant qu'enseignant? C'est à ces questions que va nous répondre notre invité partenaire, Dr Dousso Makos, que vous connaissez très bien sur ce plateau. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame la journaliste. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonne année à vous également. Merci, bonne année. Je profite également pour souhaiter une année femelle, comme on le dit dans une de nos langues locales, à tous nos chers internautes qui nous suivent. D'accord, merci bien. À titre de rappel, comment est-ce qu'on peut définir une infection respiratoire aiguë? L'infection respiratoire aiguë, bon, comme vous voyez, dedans, il y a le mot respiratoire, donc qui fait allusion à l'appareil qui nous permet de respirer. Donc, qui nous permet vraiment d'échanger les déchets gazeux, le gaz carbonique qui est dans notre corps avec l'oxygène, et donc c'est une fonction qui nous maintient en vie. Alors, donc, une infection respiratoire, c'est quand il y a une agression, et souvent, ces agressions sont dues aux microbes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'infection. Et donc, souvent, ça peut se localiser au niveau du nez et de la gorge, comme ça peut se localiser à tout autre endroit de l'appareil respiratoire qui prend également en compte les poumons. Bon, même si entre les poumons et la gorge, il y a d'autres structures sur lesquelles je passe pour ne pas embrouiller nos chers internautes. Mais à cela, il faut ajouter également l'oreille et les sinus. Donc, quand vous entendez parler de sinusite, vous entendez parler d'otite, d'infection d'oreille, comprenez également que ça fait partie des infections respiratoires. Le terme aigu, c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui est arrivé, qui est venu subitement ou bien qui n'a pas encore duré. Donc, par opposition au terme chronique, qui veut dire qu'il a déjà duré dans le temps. Donc, voilà ce que je peux dire en matière d'infection, en matière de définition. De l'infection respiratoire. Pourquoi relier l'école aux infections respiratoires? Ah oui, il faut relier, on peut relier l'école aux infections respiratoires simplement parce que ce que nous constatons déjà, c'est que quand les enfants commencent l'école, vous allez remarquer qu'il y a plus de cas d'infection respiratoire. Et récemment, nous avons connu, ou bien pas récemment, nous sommes toujours dans cette situation que nous avons connue par rapport au corona, qui est également une cause d'infection respiratoire, pour dire que lorsque vous mettez plusieurs personnes en contact, lorsque vous mettez ensemble des gens, lorsqu'il y a une foule, toute occasion qui permet d'être proche, ça peut favoriser une infection respiratoire. Et les garderies, les écoles, les églises, tout lieu de rassemblement favorise la proximité, donc vous oblige à vous mettre à des distances proches. Et là, c'est un facteur d'infection respiratoire. Donc, c'est comme ça qu'on peut relier les infections respiratoires au fait que les enfants vont à l'école. Quelles sont les tranches d'âge les plus touchées? Les tranches d'âge les plus touchées, l'infection respiratoire se remarque beaucoup plus, elle est plus fréquente à la maternelle et en partie au CI et au CP, au cours d'initiation et au cours préparatoire. Et ça peut se comprendre. C'est à travers l'infection que l'enfant développe, à travers l'infection respiratoire, qu'il développe ou bien qu'il consolide l'immunité qu'il a. Puisque par la respiration, nous sommes en contact avec notre environnement. Et dans l'environnement, il y a une multitude de gènes. Donc, vous voyez, donc c'est à force de le faire qu'après 5 ans, voire 6 ans, pour ceux qui vont traîner un peu vers 7 ans, ils ont de bonnes défenses immunitaires.
Donc, après ces âges, quand bien même l'exposition est là, ayant déjà de bonnes défenses immunitaires, la maladie ne se manifeste pas. Donc, il faut comprendre que c'est habituellement 5 ans et donc ça concerne vraiment la maternelle et les 2 premières années du cours primaire. Alors, est-ce à dire que tant que l'enfant n'a pas 7 ans, il faut le garder à la maison pour lui éviter les risques de contraction de ces infections respiratoires? Non, on peut pas le garder à la maison parce qu'on a peur de l'infection respiratoire. Quand je prends l'exemple de coronavirus, on a confiné, on a fait, encore que chez nous, bon, ça a été un peu souple. Mais quand ce sont des pays où on a fait vraiment ce confinement strict, mais qu'aujourd'hui on a dû déconfiner parce que il faut voir, on ne peut pas avoir peur des infections respiratoires et laisser son enfant à la maison. Et il faut comprendre que l'infection respiratoire, telle que je l'ai dit tout à l'heure, est quelque chose d'utile à la limite. On le fait et en le faisant maintenant, on développe une bonne immunité. Et quand bien même on l'envoie à l'école, c'est-à-dire on prend des précautions, un suivi pour vraiment lui éviter le risque, parce que nous ne parlons que de risque. Voyez un peu. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire au regard du risque, refuser d'envoyer son enfant à l'école. Il vaut mieux plutôt l'envoyer tôt pour qu'il acquiert l'immunité plus tôt. Et quand vous prenez un enfant qui a moins de 5 ans, au cours d'une année, il peut vous faire l'infection respiratoire à peu près 6 épisodes. Et il y a une infection respiratoire, comme on le dit en termes vulgaires, dans l'infection respiratoire. La plupart du temps, c'est des formes simples. C'est ce que nous connaissons, c'est les infections de gorge qui se manifestent par un rhume, une petite fièvre, un mal de gorge. Et lorsque le parent consulte rapidement et que le traitement est adéquat est vite mis en œuvre, tout rentre dans l'ordre. Mais ce qui stresse les parents, et c'est sur ça que je veux insister, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que quand leur enfant commence l'école, c'est normal qu'il fasse une infection tous les mois. Il peut même faire la toux et le rhume 2 fois dans le mois. Ce n'est pas un problème. Ça dit c'est une transition, c'est une phase. C'est comme un enfant qui commence à marcher. Est-ce le changement de milieu où d'autres enfants viennent avec les virus? Qu'est-ce qui explique cela? Non, ce qui l'explique déjà, c'est ce que je vous ai déjà dit. Les virus, les microbes font partie de notre environnement. Et lorsque nous sommes dans un environnement, nous allons nous habituer aux microbes et aux virus qui sont dans notre environnement. Et c'est en nous habituant que nous allons finir par développer l'immunité. Maintenant, il y a des virus qui sont particuliers. Quand je prends le virus de la grippe, quand je prends l'exemple du coronavirus, c'est un virus particulier auquel on s'habitue relativement un peu plus difficilement, bien auquel on s'habitue avant un certain âge. Il faut, quand vous prenez la grippe, il faut le faire un certain nombre de fois pour espérer avoir une petite défense par rapport à ça. Sinon, vous pouvez le faire plusieurs fois sans avoir de défense. Donc, quand vous mettez plusieurs enfants ensemble, il y a une probabilité que votre enfant rencontre un virus particulier. Et les enfants venant de plusieurs origines, chacun va amener pour lui. Et c'est difficile en mettant des enfants ensemble de leur demander de respecter une certaine distanciation. Ça dit de respecter une certaine distance. Habituellement, quand nous parlons ici, si vous êtes à une distance de moins d'1 mètre avec moi, je fais, et ça dit le fait de parler, j'émets de petites particules, de petites gouttelettes de salive que l'environnement va transporter, que le vent va transporter, que vous allez inhaler. Donc, si j'ai le virus de la grippe, par exemple, et que je parle, si vous êtes à moins d'1 mètre, c'est qu'il y a toute une probabilité vraiment que vous l'attrapiez. Donc, à cela, il faut ajouter l'immunité. Et ça, si je reviens toujours dessus, que c'est l'exposition qui va développer l'immunité. Donc, on ne peut pas vraiment s'en plaindre. Les enfants le font pour un certain temps, mais ils développent l'immunité et puis après, ça passe. Donc, on ne peut pas vraiment s'en inquiéter pour s'en inquiéter vraiment. Mais juste qu'il faut prendre les mesures qu'il faut pour qu'une infection banale ne puisse pas se compliquer. Parce que la plupart du temps, comme je vous ai dit, c'est des infections virales qui peuvent même passer tout seuls sans traitement, sans antibiotiques, mais qui, à des fois, nécessitent que les parents consultent pour qu'on mette le traitement qu'il faut afin que l'enfant ne se complique pas. Donc, c'est les complications, en fait, qu'il faut craindre. Et pour que les complications surviennent, il faut vraiment que
ça soit un germe vraiment particulier comme le corona, ou bien que ça soit vraiment que les parents sont négligents, ou bien que l'enfant ait un terrain particulier, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de bonne défense sur le plan de l'immunité. D'accord. En tant que parent, comment limiter les risques de contamination? Bon, ce qu'on peut déjà faire en tant que parent, c'est que quand vous avez un enfant qui commence, il faut déjà le traiter rapidement. Le traiter, ça veut dire quoi? Il y a le traitement symptomatique. Il tousse. Il y a des calmants pour la toux. Donc, sur conseil, on n'est pas obligé d'aller à l'hôpital pour ça. Quand peut-être on est à son premier enfant, d'accord, mais quand on est un deuxième, troisième enfant, il y a de petits calmants ou bien des recettes de grand-mère qu'on connaît, qu'on peut déjà essayer d'appliquer pour tenter de calmer la toux. Le rhume, il faut apprendre à son enfant à se moucher. S'il ne peut pas se moucher, il faut lui laver le nez. Il faut apprendre soi-même à laver le nez. Pour ça, on a peut-être besoin de quelqu'un qui a déjà l'expérience, d'une autre maman qui a déjà de l'expérience, ou bien d'aller à l'hôpital. Maintenant, quand la fièvre s'y mêle et qu'on voit que l'état général de l'enfant, ça ne va pas, il faut aller à l'hôpital pour qu'on traite. Parce que le premier facteur favorisant de l'infection respiratoire, c'est la présence d'un malade dans l'environnement. Si votre enfant, peut-être vous êtes allé à une cérémonie d'anniversaire et que lui chope une infection respiratoire, il tousse, il a le rhume, que vous ne lavez pas bien le nez, vous ne calmez pas la toux, lui il amène ça en classe, il va donner ça aux autres enfants. Ouais, un peu. Donc déjà le fait que vous occupez de votre enfant, vous, c'est que vous faites déjà une prévention parce que le premier facteur, c'est une personne malade dans l'environnement à l'école. Donc si quelqu'un a la grippe dans la classe, les autres peuvent l'attraper. Maintenant, ce que vous pouvez également faire, ce qu'on peut faire en tant que parent à son niveau, c'est qu'il faut apprendre aux enfants à se laver les mains. Parce que c'est un tic que aussi bien un enfant, un adulte, nous portons rapidement la main au niveau des narines ou bien au niveau de la bouche. Même les yeux, au niveau des yeux. Et en prenant les germes là, nous allons le transmettre à d'autres. Donc le fait d'apprendre à son enfant à se laver les mains régulièrement, à se moucher, participe déjà d'une forme de prévention. Et il faut essayer autant que possible de maîtriser les facteurs qui donnent l'allergie. Parce que l'allergie fait le lit aux infections respiratoires. Si vous voyez que votre enfant fait de l'allergie à l'ananas ou bien qu'il ne prend pas de l'eau fraîche et qu'il le prend, il va faire facilement des infections respiratoires. Et donc, à force de le faire, il devient un vecteur, un sujet qui va le donner, va le disséminer aux autres. Donc voilà déjà en tant que parent quelques pistes pour vraiment limiter que l'infection se propage dans la classe de son enfant. Alors l'enseignant, qu'est-ce que lui peut faire pour limiter également les risques de contamination à l'école? Déjà, au niveau de l'école, je voudrais insister sur un aspect. Déjà, il faut voir la façon dont nos salles de classe sont construites. C'est pas aéré. Parce qu'il faut qu'une salle de classe soit aérée. Il faut que ça respecte les normes. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je sais que tout au moins, dans une salle de classe, il faut prévoir tout au moins 1,20 mètres carrés par enfant. Donc, si vous avez une salle de classe qui est de 50 mètres carrés, donc en principe, c'est une quarantaine d'écoliers ou d'enfants qui doivent y séjourner. Bon, moi, je donne quelques idées pour, je n'ai pas les normes de façon précise. Donc, il faut que les salles de classe déjà répondent aux normes. Maintenant, en dehors de ça, l'enseignant est un éducateur. Donc, s'il remarque quelque chose sur les enfants, il peut sensibiliser les parents pour dire, bon, votre enfant là, il a le rhume, il tousse, il a ci. Ce n'est pas qu'on va refuser à l'enfant de venir à l'école. Il faut éviter d'ailleurs même de faire des évictions, c'est-à-dire d'empêcher les enfants de venir en classe parce qu'ils ont le rhume ou la toux. Ce n'est pas une bonne pratique parce qu'on va à l'école parce qu'on vise quelque chose. Donc on voit l'avantage que l'enfant a venir à l'école à côté d'un petit rhume. Il ne faut pas aussi qu'on soit zélé, surtout avec l'avènement de Corona, juste une petite toux, un rhume, on dit à l'enfant ne vient pas, non, c'est pas ça. Mais quand on voit que l'enfant il tousse, il a le rhume, il chauffe. Parce que dans la plupart des affections qui sont contagieuses, des affections respiratoires contagieuses, il y a la fièvre. Quand il y a la fièvre qui s'y mène, il faut qu'il insiste pour s'assurer que le parent là a amené l'enfant là aux soins, qu'il est sous un traitement. Parce que le traitement va faire qu'il va moins contaminer.
C'est déjà ça. Il faut également que dans les classes, même quand le corona va disparaître totalement, qu'on garde les habitudes de lavage de main. Que de façon périodique, qu'on a dit, demande aux enfants d'aller se laver les mains, ne serait-ce qu'à des périodes clés. Quand ils ont fini les cours, par exemple, qu'ils doivent aller à la récréation, quand ils quittent la récréation et qu'ils reviennent, par exemple. Et il faut qu'entre parents et enseignants, qu'on essaie de faire en sorte que le matériel qui va être à cheval sur l'école et la maison soit le moins possible. C'est-à-dire qu'il faut éviter de transporter le même matériel d'ici. Tout ça, c'est des facteurs qui favorisent également. Matériel, vous mettez quoi dans le matériel? Il y a des cahiers, il y a des bics. Bon, et idéalement, les enfants peuvent laisser à l'école. Voilà, à l'école et avoir d'autres bics à la maison. Donc, c'est des mesures, par exemple, qui peuvent aider à réduire. L'objectif ici, c'est de limiter. Parce qu'en matière d'infection respiratoire, il va être très difficile, vu le mode de contamination, d'éradiquer totalement. Et ce que je voudrais également insister, là où il y a également une notion sur laquelle je voudrais plutôt revenir, c'est la vaccination. Il faut que les parents fassent vacciner les enfants déjà contre les germes les plus virulents. Parce que quand vous prenez un germe comme le microbe qui donne la rougeole, parce que la rougeole également fait partie des infections qui donnent la fièvre, la toux, le rhume, tout ça. Il y a un vaccin pour ça, donc il faut le faire. Il y a des germes comme l'hémophilus, il y a des vaccins pour ça, donc il faut le faire. Donc les parents doivent assurer le vaccin normalement et l'école doit quand même amener également les parents, bien les exiger à la limite, bien sensibiliser les parents à faire également les vaccinations. Parce que quand un enfant est vacciné, il est vacciné pour sa propre protection, mais il est vacciné également pour protéger les autres. Ouais, donc voilà quelques pistes. D'accord. Comment faire la différence entre les infections respiratoires et les allergies? Ah, ça, c'est pas facile. En pratique, c'est pas toujours facile à faire. Tout à l'heure, j'ai dit que l'allergie, parfois, fait le lit ou dresse le drap aux infections respiratoires. Quand vous avez un enfant qui fait de l'allergie, sa muqueuse, c'est-à-dire les muqueuses, c'est comme les enveloppes, c'est comme notre peau là, et à l'intérieur de notre corps. Donc, les muqueuses, c'est ça qui nous sert de barrière. Donc, il a les muqueuses qui sont fragilisées. Or, comme je vous ai dit, on vit avec les germes. Même dans l'air que nous respirons, il y a toujours des germes. Donc, cette muqueuse est fragilisée de sorte que même ce qui ne doit pas donner une infection chez quelqu'un qui n'a pas de l'allergie, donne l'infection respiratoire à l'enfant qui a de l'allergie. Donc, là, vous voyez, ça veut dire qu'au moment où vous voyez l'enfant, il peut être en train de faire à la fois son allergie et l'infection. Et les deux ont des signes en commun. L'allergie respiratoire et l'infection respiratoire, les deux, ça se manifeste par la toux, le rhume. Il y a quelques signes qui permettent en pratique de faire la différence. Dans les allergies, vous avez plus d'éternuement. Vous avez un enfant qui éternue beaucoup plus, qui se frotte les yeux, qui se gratte le corps et qui ne chauffe pas. Parce que quand l'infection rentre dedans, habituellement, on commence par avoir maintenant la fièvre. Voilà. Maintenant, il y a les surinfections. C'est-à-dire, dans les allergies, quand les surinfections rentrent dedans, maintenant, vous avez des tableaux parfois plus graves avec les pneumonies, un enfant qui a du mal à respirer, qui a du mal à manger, qui est vraiment mal en point. Vous voyez. Habituellement, dans les allergies, les enfants sont très agacés, ils sont gênés parce qu'ils grattent le corps, ils éternuent et tout, mais ils ne sont pas abattus. Dans les infections, quand il y a des complications, les enfants deviennent abattus. Et là, il faut vraiment aller à l'hôpital, consulte et qu'on s'en occupe comme ça se doit. D'accord. Quelle est la prise en charge adéquate pour les infections respiratoires? Les infections respiratoires regroupent beaucoup d'entités. Je vais peut-être parler de la prise en charge de la rhinopharyngite, c'est-à-dire l'infection localisée au niveau du nez et de la gorge. C'est ce qu'on observe souvent. Bon. Habituellement, on n'a pas besoin d'antibiotiques. C'est d'abord cette précision que je tiens à faire. Un traitement symptomatique, c'est-à-dire on calme, il y a des médicaments pour déboucher le nez, soit on peut laver le nez ou bien il y a des gouttes comme dans les narines pour que ça se débouche, pour que l'enfant ait le confort, pour qu'il puisse respirer normalement, qu'il ait un soulagement. Il a mal à la gorge, on lui donne des anti-inflammatoires, ou bien il a mal à la tête, donc il y a un traitement symptomatique. Mais quand on examine de près, il y a des cas où ce n'est pas viral, on peut avoir besoin d'antibiotiques.
Et les antibiotiques, on tient compte de beaucoup de paramètres, du poids, de l'âge, des antécédents, de l'état général de l'enfant, et on les donne. Il y a des niveaux on ne voit pas un antibiotique sur le marché. Non, il n'y a pas un antibiotique tout fait. Non, parce que ce n'est pas un seul germe, c'est plusieurs germes. Donc, tout ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est qu'il faut aller à l'hôpital. Puisque l'infection respiratoire, c'est toutes les facettes. Autant ça peut commencer de façon banale, ça peut se compliquer parce que tout ce qui touche aux poumons, quand vos poumons ne fonctionnent pas, c'est que même quand bien vous avez d'abord du mal à respirer, et quand même vous respirez, vous avez du mal à faire l'échange de l'oxygène et de gaz carbonique, et l'organisme cesse de fonctionner si vous n'arrivez pas à faire l'échange. Donc, quand l'infection respiratoire se complique, il y a ce qu'on nous appelle les pneumonies, par exemple, qui existent dans plusieurs degrés. Quand vous avez une pneumonie grave, c'est que votre pronostic vital est déjà en jeu, c'est que votre vie peut en partie. Et je vous ai dit, les enfants, ils sont extrêmement fragiles. Donc, quand vous voyez que vraiment l'enfant, il ne va pas bien, il est mal en point, il ne mange plus comme ça se doit, il faut l'amener à l'hôpital. Et là, les enseignants aussi ont également un rôle à jouer parce que parfois les parents sont fatigués, les enfants ne parlent pas. Donc, quand le maître comprend, voit déjà que l'enfant en classe n'arrive pas à suivre, il doit faire le retour. Aujourd'hui, il y a le portable, on peut appeler les parents. Dans les dossiers que nous fournissons en tant que parents, il y a les numéros de téléphone qu'on peut appeler, ou bien l'enfant a vomi, vous voyez des signes comme ça. Il faut vraiment agir pour que nous, médecins, nous puissions faire notre travail. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant, nous allons vous demander de prodiguer quelques conseils à l'endroit des parents. Okay. Je vous remercie beaucoup pour le thème de cette émission, et une fois encore. Les infections respiratoires, je peux vous dire que les manifestations constituent vraiment des symptômes de consultation vraiment fréquentes. Nous recevons beaucoup d'enfants en consultation pour ça et les parents s'inquiètent beaucoup. Je veux juste les rassurer que quand c'est normal, c'est compréhensible, que quand l'école commence, que les enfants aient des infections respiratoires à répétition. Et que même dans l'ordre normal des choses, un enfant de moins de 5 ans peut faire jusqu'à 6 à 7 infections respiratoires, c'est-à-dire des symptômes de toux et de rhume par an. Si un parent constate que son enfant a des allergies, il faut qu'il vraiment respecte les conseils qu'on lui aurait donnés pour maîtriser ses allergies, parce que l'allergie fait le lit aux infections respiratoires et les enfants allergiques font encore davantage d'infections respiratoires. Il ne faut pas refuser d'envoyer son enfant à l'école juste à cause de l'infection respiratoire. Il faut l'envoyer. On va gérer comme on le dit. Et puis, à force de bien le gérer, il va finir par développer l'immunité comme cela se doit. Et dans tous les cas, il faut éviter vraiment l'automédication quand on voit que l'état de santé de l'enfant, son état général, que ça ne va plus bien, qu'il ne s'alimente plus comme ça se doit. Donc voilà les quelques conseils très basiques que je peux donner aux parents. Et je vous remercie encore pour le thème de cette... C'est nous qui vous remercions. Alors, chers amis internautes, ce sera tout pour Santé Plus de ce jour. Merci pour votre attention. J'espère que vous en avez appris beaucoup de tout ce qui a été dit. À très bientôt pour d'autres thématiques. Bye bye.